Bonsoir et merci d'être avec nous pour le Club international de 28 minutes. Des invités, des regards venus d'ailleurs pour nous éclairer sur l'actualité de la semaine. Et on se penchera notamment sur la diplomatie version Trump, le président américain qui se rêve prix Nobel de la paix eu égard à son bilan. And I called President Putin yesterday, and I do have a good relationship, but it, only matters if we get things done. I want to get things done. I've solved 7 wars. We ended 7 wars. Alors le président américain, faiseur de paix ou fauteur de troubles, on en débattra. Et puis vous avez toujours voulu gagner à pile ou face, oui, comme nous ici autour de ce plateau. Fabrizio Buccella, notre invité de ce samedi, pourrait vous y aider. Ce prof de physique et de maths est aussi ébouriffant que les énigmes qu'il éclaire avec humour dans son dernier livre. Et en fin d'émission, Alix Van P nous donnera de quoi méditer ce week-end. Bonsoir à vous, Alix. Bonsoir, Benjamin. Alors, sur quoi allons-nous cogiter ce soir, s'il vous plaît ? Eh bien, vous avez peut-être vécu cette expérience. Vous partez en vacances loin, le trajet est long. Et une fois sur place, au lieu de croiser des locaux, vous croisez qui ? Des Français. C'est énervant et on verra pourquoi tout à l'heure. On ne veut pas des Frenchies. Merci à vous, Alix. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour le Club international de 28 minutes. Et bonsoir à mes Frenchies préférés, Hélène Roussel. Bonsoir Benjamin. Reza Pounewachi, bonsoir à vous, ravi de vous retrouver. Et bonsoir à nos 3 clubistes de ce samedi, Jeremy Stubbs. Bonsoir à vous, Jeremy. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Et vous êtes président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris. À vos côtés, Isabelle Durand. Bonsoir Isabelle, experte droit au développement au Conseil des droits de l'homme. Vous avez été, je précise, vice-première ministre de Belgique et vice-présidente du Parlement européen. Ça, c'était de 2009 à 2014. Et bonsoir Myriam Amellal, ravi de vous retrouver, journaliste à France 24, où vous êtes aux commandes du Journal de l'Afrique. Et au pupitre, Nicolas Vado. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous dessinez pour le quotidien belge L'Écho et l'hebdomadaire belge aussi, Le Vif. À tout à l'heure pour votre premier dessin. Première actualité, Hélène, de ce samedi, l'Espagne qui se cherche une union nationale pour le climat. Oui, vous savez, c'est un pays qui est rongé par les flammes, des feux de forêt gigantesques depuis début août ravagent ce pays. Et il y a plusieurs centaines de milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Des milliers d'habitants ont été évacués. Le bilan fait quand même état de 4 morts, dont 3 pompiers. Face à cette catastrophe sans précédent dans ce pays, l'Espagne, qui connaît quand même régulièrement des feux de forêt l'été, eh bien, le Premier ministre, Pedro Sánchez, fait une proposition. Regardez. Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país. Que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia. Un pacte qui mettrait tout le monde à contribution, les administrations publiques, les politiques, les syndicats, les entreprises. Au-delà de tous les clivages politiques, Isabelle Durand, c'est faisable ? Ça devrait évidemment en Espagne comme ailleurs, parce que la question climatique, et singulièrement d'ailleurs en Espagne ou dans les pays du pourtour de la Méditerranée, où c'est le hotspot vraiment du changement climatique, je pense vraiment que c'est indispensable. Ceci dit, je ne suis pas sûre que ça va advenir, parce que l'écologie est souvent devenue un objet, je dirais, de polémique et un objet qui touche finalement à des oppositions entre, pour faire court, la gauche progressiste multiculturelle et la droite plus conservatrice. Et ça, c'est très problématique, évidemment. Jeremy Stubbs, en voulant faire du consensus politique, le Premier ministre espagnol fait-il lui-même de la politique, justement ? Est-ce que c'est pas ça le paradoxe ? Plus qu'un paradoxe, je pense que Pedro Sánchez a perdu beaucoup de crédibilité politique. Et sa démarche-là est considérée comme opportuniste. Il sort ça au moment où il y a le désastre. Il aurait fallu commencer ça il y a 6 mois au moins. Myriam Amellal, vous êtes d'accord avec ça ? C'est opportuniste ou finalement il va falloir qu'on s'y mette ? Je pense que c'est une bonne idée, mais que ça arrive un peu tard, dans le sens où c'est pas la première fois que l'Espagne subit des incendies. C'est presque un marronnier pour nous journalistes. Tous les ans, on traite des incendies en Espagne, au Portugal. Et après ce qui s'est passé à Valence aussi, on sait que la question des inondations qui ont fait 228 morts, quand on voit les effets du changement climatique, on se rend compte que quand même c'est
ces plans auraient dû être proposés avant, et que maintenant, alors qu'on est encore en train de circonscrire certains incendies, que ça paraît malvenu, mais en même temps, c'est indispensable et il faudrait le faire à un moment ou à un autre. C'est une tentative, Jeremy Stubbs, quand même, de ce qu'il fait là, le Premier ministre espagnol. Voilà, il tente tout de même. Oui, mais trop peu, trop tard. Et moi, je critique d'abord les écologistes, pas toutes, bien sûr, parce que... Elle va vous répondre, ils Isabelle. n'ont pas assez d'écologie. Surtout en France, on veut parler d'autres questions et pas fixer le regard intensément sur tous ces problèmes-là. Et c'est là un des débuts du problème. Alors, Isabelle Mais Durand. moi, je vais vous dire que je pense que dans pas mal de cas, en France comme en Belgique peut-être, et comme en Espagne, la droite conservatrice, elle, je dirais, elle utilise le fait qu'on exagère, c'est pas si grave, peut-être que c'est du climato-relativisme, alors que je suis d'accord que les écologistes parfois s'y prennent mal sur la manière peut-être d'être perçus comme des gens qui font du catéchisme, mais enfin, c'est un peu facile de les traiter de prêtres ou de les affecter de toutes ces approches. Alors que cette question climatique, enfin, je veux dire, elle est là, tout le monde la ressent, toutes les populations d'Europe le savent et le sentent. Pourquoi les écolos parlent-ils d'autre chose? Et je vous rappelle que les conservateurs... Donc, ils ne devraient pas parler de social, pas parler d'économie, juste se contenter de parler d'écologie. Dans la mesure où ça touche... C'est un projet global. Économie, hein. Voilà. Exactement. Mais justement, je pense que le problème aussi, c'est qu'on est en plein, dans plusieurs pays, en tout cas, en pleine réduction de budget. On est en... Voilà, et ça se voit aussi. En Espagne, on ne met pas les moyens pour la prévention, pour débroussailler toutes ces zones qui, chaque année, subissent des incendies. Il y a de moins en moins d'argent, donc il y a l'économie aussi qui... C'est le nerf de la guerre, et effectivement, ça devrait aussi être au centre de la question. Et Jeremy Stubbs, étant donné les clivages politiques en France en ce moment, vous pensez qu'un pacte de la sorte serait inenvisageable ici ? La France a du mal à trouver un gouvernement de consensus, à trouver une coalition parlementaire, donc un pacte. Bon, si jamais quelqu'un pouvait inventer ça, c'est peut-être le salut, mais c'est peu probable. On l'a fait en France, hein, le Grenelle de l'environnement, c'était ça. Et ça n'a finalement abouti à pas suffisamment et pas assez de mesures. Et on a fait le Green Deal en Europe. On a fait le Green Deal dans un consensus. Il a été relativisé, il a peu piétiné. Et il a été relativisé, et je pense qu'il a été instrumentalisé. Enfin, on a instrumentalisé la question écologique ou la question de la transition. Même Madame Le Pen, parlant de la transition écologique, dit on va quand même pas sauter dans les orties. Je pense qu'il y a une approche anti-écologie qui est extrêmement Je pense que le grand problème de l'Europe, c'est de ne pas pouvoir faire pression sur les autres pays du monde où il y a le plus de pollution. C'est-à-dire vous renvoyez la balle aux autres, vous, Jeremy? Non, je dis que c'est à nous de faire pression là-dessus. On n'a pas su le faire. Mais dans vos pays respectifs, pardon, vous avez l'impression que la prise de conscience est plus importante qu'en France ou pas sur l'écologie? En Belgique, par exemple? C'est pareil, c'est la même chose. Et en France, sauf que la conscience est là, mais l'action climatique qui amène à des changements, et des changements d'habitude, des changements économiques, des changements... La conscience est là, c'est en fait la difficulté du projet. Toujours. Là, et tout le monde a une vision différente du projet. Moi, j'aimerais juste insister aussi sur une autre partie du monde, l'Afrique, qui subit de plein fouet la question du changement climatique. Récemment, le Cap-Vert a été touché par une tempête dévastatrice, et on sait aujourd'hui que les tempêtes seront plus fréquentes, plus dévastatrices, et que certaines îles du Cap-Vert, certains archipels vont probablement être rayés de la carte, et les populations locales sont conscientes de ça. Elles appellent à l'aide et à se mobiliser contre ce changement climatique, mais ce sont encore des appels qui ne sont pas entendus. Oui. Alors qu'ils sont les moins responsables. Les moins responsables et les plus touchés. Oui. Nicolas Vado, nouvelle carte, triste carte de l'Espagne que vous avez illustrée. J'ai gardé la carte en se rappelant les incendies d'automne 2024. Les incendies, c'est la faute de la droite, les inondations, celle de la gauche, à moins que ce ne soit l'inverse. Voilà, écoutez, chacun se renvoie la balle. On verra ce que donnera ce pacte, on va suivre ça de près. Très chers voisins, eh bien c'est avec vous, Hélène. Comme chaque samedi, on part chez nos voisins européens. Et cette semaine, direction la Serbie, qui est secouée depuis des mois par des manifestations
contre la corruption. La capitale Belgrade, mais aussi Valjevo dans le centre ou encore Novi Sad, la deuxième ville du pays, sont le théâtre depuis quelques jours de violences et d'affrontements. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Serbie, il faut remonter à novembre 2024. Le haut-vent de la gare de Novi Sad, pourtant tout juste rénové, s'effondre. Ça va faire 16 morts. Et l'accident va provoquer des manifestations de masse dans tout le pays, car pour les étudiants, cet accident est le résultat en fait direct d'une corruption endémique de leur gouvernement. Le mouvement de contestation va s'étendre à toutes les villes du pays, y compris les plus petites, et à toutes les couches de la société, pas seulement les jeunes. Que réclament les manifestants? Deux choses. D'abord, une enquête transparente après l'accident de la gare, et puis des élections anticipées. Le mouvement dure depuis des mois. À chaque fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes, on le voit sur ces images, qui se mobilisent. Tout cela de façon très positive, très pacifique, enfin jusqu'à présent, car depuis la semaine dernière, eh bien, la tension est clairement montée d'un cran. Parce que ça dégénère et les deux côtés, mais on se renvoie la balle. Oui, alors les manifestants, témoignages et vidéos à l'appui dénoncent des brutalités policières. Une jeune étudiante, notamment, a raconté avoir été frappée et menacée de viol après son interpellation par des forces spéciales dans un garage du gouvernement à Belgrade. Le ministre de l'Intérieur serbe, lui, nie en bloc et même accuse. Povređeno je 75 policijskih službenika. Oštećeno nekoliko vozila i više od 70 komada zaštitne opreme je uništeno. Svi oni koji govore svih ovih dana laži o policijskoj brutalnosti treba da komentarišu ovaj podatak. Et voilà la Serbie qui plonge dans la spirale de la violence. Les locaux du parti du président nationaliste Aleksandar Vučić ont été dans plusieurs villes pillés, saccagés. Au total, plus d'une centaine de personnes arrêtées, comme ici. On le voit, cette interpellation musclée lors du blocus de l'université de Novi Sad, un député d'opposition dans le lot. Pour autant, les manifestants n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras, ça serait même tout le contraire. I think now is the moment where we should all get out and show that we're not frightened and that their attempts to use violence to stop the people's and the students' protests will not work. Et c'est devenu une priorité. Les manifestants demandent des élections anticipées, ce que le président Vučić refuse d'organiser. Pour s'en défendre, il va jusqu'à dénoncer un complot étranger visant à le renverser. I naravno sve je to poduprto okupacionim medijskim platformama koje za cilj imaju rušenje Srbije. Suprotstavit ćemo se svim spoljnim pritiscima, svima koji nam prete, a do sada smo od njih videli da su upravljali unošenjem haosa u našu zemlju i pobedit ćemo. I odgovor države ćete vidjeti koji će biti mnogo drugačiji od onoga što ste do danas mogli da vidite. Le président serbe, qui dirige son pays maintenant depuis 11 ans, reste quand même soutenu par une partie de la société. Évidemment, ils ne sont pas tous dans la rue, les Serbes. Si 60% des habitants interrogés, selon plusieurs sondages, soutiennent la contestation, il y en a donc 40% qui, en fait, craignent beaucoup plus l'instabilité politique et sociale. Enfin, qu'en dit la communauté internationale ? Pas grand-chose, silence radio ou presque, puisque cette semaine, des députés européens ont proposé de nommer les étudiants serbes pour le prix Sakharov qui récompense la liberté de l'esprit. Meryem Mamelal, c'est encourageant de voir ces manifestants en fait lutter contre la corruption, ou bien c'est un peu inquiétant dans une zone totale fragile? Les deux, parce qu'on sait très bien, et on le voit ailleurs dans le monde d'ailleurs, que parfois ça part d'une étincelle. On peut se dire qu'un accident, hélas, même s'il est dramatique, ne puisse pas provoquer autant de manifestations. Quand on voit le Liban, par exemple, le port de Beyrouth, ça n'a pas... On n'a toujours pas, d'ailleurs, c'est l'impunité totale. De ce côté-là, ça a déclenché ce mouvement de contestation. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va finir. Quand on voit la répression aussi, ça peut déboucher sur quelque chose de positif, mais ça peut aussi créer de l'instabilité et se poursuivre dans cette répression qui semble assez forte des autorités serbes. Isabelle Durand, on le sait, c'est une région qui est assez explosive. Assez explosive, et c'est vrai que le président Vučić, il est là depuis une douzaine d'années, il maîtrise toute la vie politique, les médias. Il frappe à la porte de l'Europe aussi. Alors, il est considéré formellement comme pro-européen, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie de l'élargissement. Parce que l'élargissement l'amènerait évidemment à devoir revoir toutes les questions. On voit déjà combien avec la Hongrie c'est compliqué. Vous imaginez que dans un système qui est à la fois corrompu
corrompu et dans lequel le pouvoir est dans les mains du président, c'est pas demain matin qu'ils vont adhérer à l'Union européenne. Et je pense que les Européens, eux, comme vous le dites, sont très silencieux. Et pourquoi? Parce que il fournit aussi, il vend à bas prix du lithium, du cuivre. Il a un régime qui est un régime de planche à billets. Et au fond, cette espèce de stabilité régionale vaut mieux, à minima, que n'importe quoi d'autre. Et je trouve que ce n'est pas très courageux comme attitude, à part celle du Parlement européen qui va essayer de les nominer pour le prix Sakharov. Merci pour cet éclairage, Isabelle Durand. Vous parlez de machine à billets. Bien, regardez, Nicolas Vado, il a eu dans vos pensées. Voilà son dessin. Voilà, c'est la méthode Vučić. Vous voulez combien pour arrêter de manifester? Et puis j'ai un deuxième. Oui, vous avez un deuxième dessin. Parce qu'on parle d'un Serbe connu, il y en a un quand même, c'est Djokovic en sauveur. Je veux gagner mon match contre la corruption, mais pas avec la raquette de Vučić. Excellent. Merci Nicolas. On va maintenant retrouver notre DRH Olivier Boucreux qui chaque samedi désigne son employé de la semaine. Cette semaine, la première palestinienne au concours Miss Univers. Nous sommes tous des employés, certaines portent un diadème et des paillettes, elles aussi, avec une cause en bandoulière. If children's rights in Gaza are not being protected by international law, then no child in the world is actually being protected. C'est qui Nadine Ayoub, 27 ans, entrepreneuse, instagrammeuse aux plus d'1 million d'abonnés, coach fitness et nutrition et surtout Miss Palestine 2022. Miss Palestine is more than beauty. She is purpose, she is action, she is you. La dernière en date, après octobre 2023, la guerre avait figé les concours. Flashback 1998, racine familiale à Jaffa, un quartier de Tel Aviv. Père avocat, mère enseignante, enfance éclatée entre Cisjordanie, Canada et États-Unis. Licence de lettres et de psychologie avant un retour au pays pour aider ses pères. Ambassadrice du Fonds d'aide aux enfants de Palestine, elle collecte pour les hôpitaux, alerte sur l'autisme et la santé mentale et milite pour l'environnement. Elle a créé l'Olive Green Academy, hommage à l'olivier palestinien, pour former les femmes à la durabilité et à l'entrepreneuriat éco-responsable. Un CV modèle, de top modèle qui a pourtant choisi Dubaï comme port d'attache. Mais elle se justifie en revendiquant à 100% son quartier, la Sustainable City, premier développement net zéro des Émirats. What's amazing about the sustainable city is there are no cars in 80% of the city. It's so eco-friendly. 3 ans après son titre point levé et robe traditionnelle en étendard, elle se présente à Miss Univers, plus pour son drapeau que pour la couronne, alors que plusieurs pays s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien. En novembre à Bangkok, elle sera la première Miss de l'histoire à représenter officiellement son pays face à 130 autres concurrentes, dont la représentante israélienne. We are more than our struggle. We are women with dreams, talents and a powerful voice to offer the world. Pour l'édition 2021 organisée en Israël, certains pays avaient appelé leurs candidates à boycotter le concours, dénonçant une vitrine destinée à présenter Israël comme un pays normal au détriment de la cause palestinienne. L'image d'un concours apolitique en avait pris un coup. Et finalement, pourquoi elle? Pas pour le modèle, mais pour le symbole. Merci Olivier. Jérémy Stubbs, qu'est-ce que vous pensez de cette candidature-là? Est-ce que c'est un symbole nécessaire ou ça vient politiser aussi des événements qui ne l'étaient pas jusque-là? C'est un symbole nécessaire pourvu qu'on puisse s'éloigner de la politique et vu que tous les candidats soient traités avec le même respect. Ce serait un bon symbole. En revanche, je déplore son accent américain quand il parle anglais. Toujours le sens du détail. Myriam Amellal, pour vous saluer cette première, vous y voyez un symbole. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça reste un symbole. Ça reste un symbole dans ce contexte, en tout cas. Après, je suis assez d'accord avec ce que dit Jérémy Stubbs. Il ne faut pas que ça dépasse aussi. Il faut que ça reste des événements aussi de divertissement, des événements culturels et que ça. Pas très culturel, hein. C'est un peu les concours de Miss, moi. Oui, je suis d'accord. C'est pas très culturel, mais un paradoxe. C'est la culture pour moi. C'est votre côté masculiniste, ça, Sir Jérémy. Non, vous disiez quoi? Non, simplement, voilà, après ça existe, et je sais que ça existe, mais je veux dire, et je crois qu'en effet, c'est un symbole et une voix qu'elle essaye de porter. Mais par ailleurs, oui, ces concours de Miss, c'est quand même pour moi complètement dépassé, que ce soit, je dirais, les Miss Univers, les Miss nationales ou les Miss régionales, tout ça fait partie, pour moi, d'un passé qu'on devrait... qu'on congratule les gens et qu'on les mette en compétition sur des compétences, mais pas sur leur physique. Bon, il restera un téléspectateur, ce sera Jérémy quand même. D'accord. Alors, qu'est-ce que Nicolas Vado, un dessin pour cette actualité?
J'ai imaginé qu'on pouvait rêver un peu avec première ex-aequo, Miss Palestine et Miss Israël, et Miss Bibi et Miss Hamas en dessous qui disent ce truc. Formidable. Premier prix pour vous, Nicolas Vado. Merci beaucoup. Seconde actualité de la semaine, Hélène, Donald Trump est-il en train, contre toute attente, de réinventer la diplomatie mondiale? En tout cas, il le dit et il le répète inlassablement, il est un faiseur de paix, il mérite le prix Nobel de la paix. Mieux que ça, le paradis carrément. Oui. Le président américain l'a dit sur Fox News, le paradis, c'est son prochain objectif, à condition d'obtenir la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait un trophée de plus pour celui qui se targue donc d'avoir déjà réglé 6 ou 7 guerres. Ça dépend des interviews, voilà, ça varie. Par exemple, l'Inde et le Pakistan, la RDC, le Rwanda ou encore le Cambodge et la Thaïlande. Est-ce que, malgré tout, Isabelle Durand, le président américain réussit quelque part à relancer cette machine diplomatique un peu enrayée? Bon, qu'il se démène, ça c'est un fait, on le voit. Mais le résultat, c'est pas parce qu'il y a une succession de deals qu'il y a pour autant de vrais accords de paix durables, construits, avec des garanties ultérieures. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté, parce qu'il est obsédé par ce prix Nobel, de mettre en avant des deals, mais des deals qui sont légers. Et franchement, vous parliez du Rwanda et de la RDC, je voudrais bien voir les habitants du Kivu s'ils sont d'accord avec l'idée qu'il y a un accord de paix entre le Rwanda et le Congo. Surtout que ce sont des pays, aussi bien dans le conflit israélo-palestinien que ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les États-Unis pourraient faire pression aussi bien sur Israël que sur le Rwanda, et que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a eu un rapport cette semaine de Human Rights Watch sur des exactions dans le Nord Kivu. Il y a eu aussi le rapport d'Amnesty International sur des exactions et des violences sans précédent, alors que ça fait 30 ans que c'est la guerre dans cette région. Et on a quand même toute cette région qui est annexée par le M23, qui est une milice soutenue par le Rwanda. Donc, quel est le message? Je veux dire, c'est la loi du plus fort. On vient, on prend des territoires, c'est le cas de Poutine en Ukraine, et personne ne dit rien, les pressions ne sont pas suffisamment fortes. Si les États-Unis avaient vraiment voulu faire pression, le Rwanda aurait ordonné au M23 de se retirer. Or, le Nord et le Sud Kivu sont toujours entre les mains de cette milice. Sur la liste, il y a quand même cet accord qui a été signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et qui, là, pour le coup, a marqué d'ailleurs les esprits. C'est assez spectaculaire. Voici le président d'ailleurs de l'Azerbaïdjan qui ne se prive pas pour dire merci. It's a day which will be remembered by the people of Azerbaijan with a feeling of pride and gratitude to President Trump. So who, if not President Trump, deserves the Nobel Peace Prize? President Trump, in 6 months, did miracle. Bon, Jeremy Stubbs, on lui donne le prix Nobel à Trump? On verra pour le moment, on attendra peut-être, mais il est aussi nominé par le Pakistan. Donc ça, c'est déjà 2 pays qui sont pour, et tout le monde ne peut pas dire ça. Mais en réalité, M. Trump, il incarne le chaos. Mais très souvent, au bout du compte, une sorte d'ordre émerge à la fin. Il y a un ordre qui émerge maintenant sur la question des tarifs. Tarifs douaniers. Les taxes douanières. Voilà, ça et on peut en débattre, mais ça se stabilise. Et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est la première fois qu'on commence à parler tout le monde de ce que représenterait un article 5 ou une mesure style article 5 dans ce contexte. De l'OTAN, c'est-à-dire pour protéger les frontières de l'Ukraine. Isabelle Durand. Voilà. Oui, sur la question des tarifs et de la guerre des tarifs, dire qu'il y a un ordre qui s'est installé, c'est tout ce qui a été fait, cette espèce de chaos permanent, ces menaces, 15%, 30% ici ou là, selon qu'on est un ami ou un ennemi. C'est pas du tout les règles de l'OMC, c'est pas du tout la manière. C'est un ordre que l'Europe n'aime pas, mais que l'Europe a fini par accepter. C'est aussi ça. Je suis d'accord que l'Union européenne n'a pas été extrêmement proactive. Et d'ailleurs, quand on voit on voyait dans les images là le bureau ovale dans lequel on voit le président qui parle à tous les Européens réunis. Pour une fois, ils sont tous là, ça c'est pas mal. Par contre, la lecture de ça, c'est vrai que les Européens ont envie de le lire comme on est ensemble, cette fois-ci on va y aller groupés parce que la paix en Ukraine c'est important, mais les Africains ou d'autres du Sud regardent ça comme Trump qui fait le gros doigt aux Européens et qui est en train de leur apprendre ce qu'il doit faire. Quelque chose a quand même changé parce que les Européens viennent d'apprendre à parler à Trump, à parler son langage. Parce qu'avant,
il se contente d'être dans la position de ceux qui râlent, ne faites pas ça, c'est mauvais. Là, ils sont arrivés avec des propositions, ils essaient de persuader, et ils commencent à s'adoucir un peu. On verra ce qui en sortira, mais on ne sait pas encore comment ça va terminer, et quelles que soient nos prédictions, on aura tort, ça c'est sûr. On aura tort. En 2009, Barack Obama avait obtenu le prix Nobel de la paix. Et quelques mois seulement après son premier mandat, il le méritait davantage? Non, il ne le méritait pas du tout, mais ce n'est pas pour autant que Trump le mérite. Il le mérite encore moins. Je pense que, vous savez, la phrase de Blaise Pascal qui disait si la justice n'est pas forte, il faut faire en sorte que la force soit juste. Eh bien, Donald Trump, c'est juste l'injustice qui est forte. C'est comme ça que je résumerai sa politique. Et pour l'instant, pour moi, ça ne mérite pas le prix Nobel de la paix. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza cet été, cette semaine, l'ONU a décrété qu'il y avait une famine à Gaza. On voit ce qui se passe aussi au Soudan, dans la province du Darfour, la famine, les guerres, etc. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il se rapproche du prix Nobel de la paix. Après, c'est possible. Si Trump obtient ce prix Nobel de la paix, bien ça voudrait dire qu'il veut plus maintenant. Il ne veut pas seulement le prix Nobel de la paix, il veut aller au paradis. C'est ce que disait. Voilà. Il faut qu'il meure. Hein. Donc, Isabelle, on ne va pas lui souhaiter ça, bien sûr. Non, mais c'est vrai, Isabelle Durand, qu'en même temps, voilà, il y a des choses qui se passent. Les Européens sont à Washington. Bon, est-ce que 4 ans sous Biden, quelque chose s'est passé? Vous savez que c'est la bête mort de Trump. Non, mais je ne dis pas que je pense que les Européens n'ont pas toujours été extrêmement habiles. Non seulement qu'ils n'ont pas appris à parler avec lui, mais ils n'ont pas non plus réussi puisque lui est un transactionnel et faire du deal. Un deal, ça exige de l'autre côté qu'on riposte à un deal et pas qu'on soit juste là à l'attendre, à se cacher ou à attendre ce qui va venir en espérant que ce ne soit pas le pire. Et il fait du multilatérisme à sa façon aussi, alors qu'on disait non, il n'y a plus de multilatérisme. C'est pas du multi, lui, il fait du bilatéral avec chacun. Multi-bi. Multi-bi. Donc c'est pas du tout la même chose. On adore. Finalement, il a réinventé la diplomatie. Voilà, bon, on va retenir cette expression, Jeremy Stubbs. Votre dessin, cher Nicolas. J'en ai même deux. Deux, oh là là, vous me gâtez. J'ai replongé dans le passé, la fin de la guerre de 100 ans, c'est lui aussi. Je viens du futur, losers, deal. Je l'aurai, mon prix Nobel. Et alors, comme vous venez de le mentionner, il veut aller au paradis, bientôt au paradis, l'enfer. Ah là là, bien vu, merci Nicolas. La télé des autres, c'est avec vous, Reza, et cette semaine, direction Caracas, au Venezuela. Oui, Benjamin, sur la télévision publique vénézuélienne, Nicolás Maduro adore jouer au chef de guerre. Dernier épisode en date, le 18 août dernier, avec cette annonce. Le plan de paz est desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio. Voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Pas moins de 4,5 millions de miliciens déployés censés protéger le pays contre l'ennemi américain. Alors pourquoi cette démonstration de force? Parce que les États-Unis viennent d'envoyer 3 navires de guerre dans les Caraïbes avec 4000 Marines à bord. Officiellement, c'est une opération anti-drogue, mais parmi leurs cibles, il y a le président du Venezuela en personne, qualifié de narcoterroriste et dont la tête est mise à prix à 50 millions de dollars. L'annonce est digne d'un western. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. C'est impressionnant, Reza, mais cette confrontation, elle ne date pas d'hier. C'est en effet l'histoire d'un long bras de fer. Tout commence en 1999 avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, le Comodante, qui fait du Venezuela un bastion anti-impérialiste face à Washington. En 2013, Chavez meurt d'un cancer et son héritier, Maduro, s'inscrit dans la même logique. Un pouvoir autoritaire bâti sur l'armée, l'or noir et la dénonciation permanente des États-Unis. Sauf que Maduro n'a pas le même charisme que Chavez. On peut le remarquer tout de suite. De plus, depuis son élection en 2013, le pays s'est économiquement effondré. Ces scrutins, notamment la présidentielle de 2018, sont dénoncés comme truqués. Résultat, depuis 2019, Washington ne reconnaît plus Maduro comme président légitime. Et pour compenser ce manque de légitimité, Maduro joue la carte du révolutionnaire. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Des missiles pour les paysans et une répression bien réelle. La principale opposante, Maria Corina Machado, est empêchée de se présenter aux élections. Alors, on la retrouve en duplex permanent sur la chaîne américaine Fox News, où elle remercie Donald Trump.
Well, first of all, we Venezuelans are deeply grateful to President Trump for his unwavering support to freedom and justice. This is a major step because certainly Maduro has not only destroyed the lives of millions of Venezuelans, is growingly destabilizing the region and represents a real threat to the national security and to the lives of the American people. Cette répression vise également les étrangers. Un Français, Camilo Castro, a disparu à Caracas en juin dernier. Amnesty International parle d'une disparition forcée. Les ONG dénoncent une diplomatie des otages. Autrement dit, c'est le fait d'arrêter des ressortissants étrangers pour peser sur les rapports de force. Alors, quelle est l'attitude des États-Unis dans ce bras de fer? Les sanctions américaines, imposées depuis 2017, étranglent le pays. Embargo pétrolier, restrictions bancaires, gel des avoirs. Officiellement, cela vise à faire tomber le chef d'État à Caracas. En réalité, ce sont ses concitoyens qui en paye le prix. Jeremy Stubbs, quand Washington joue les shérifs et quand Nicolas Maduro joue aux révolutionnaires combattants, est-ce que ce ne sont pas finalement les Vénézuéliens qui sont toujours les mêmes victimes de ce duel? Non, non, non. Cette fois, je pense qu'on peut approuver Trump parce que, d'abord, il lance une opération navale et pas du tout une invasion. Il ne s'agit pas d'arrêter par les troupes le président vénézuélien, mais c'est une question de drogue. Le Venezuela, c'est un narco-État. Et son chef, c'est aussi un chef de gang, un des chefs du très puissant cartel de Los Soles. Le Venezuela, c'est une plaque tournante massive pour la cocaïne qui se déverse sur les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Mais pardon, il y a quand même des instances internationales. Est-ce que ça ne reste pas quand même de l'ingérence quelque part, ce qui est en train de faire Trump? On peut en débattre, mais je fais la comparaison très rapidement parce que Bruno Retailleau, notre propre Bruno Retailleau, est là à Martinique aujourd'hui. Quel est le clou de sa visite? Eh bien, négociation du financement de 2 scanners millimétriques à l'aéroport de Fort-de-France. On voit la différence des moyens déployés pour combattre la drogue. Alors, Isabelle, sur cette question de l'ingérence, est-ce qu'il y a ingérence ou pas, ou est-ce que c'est légitime cette action parce qu'il est question de narcotrafic? Mais le narcotrafic, qui est un fait, c'est pas inventé, reste quand même aussi une manière de justifier une pression militaire. C'est assez intéressant qu'il veuille devenir prix Nobel de la paix alors qu'il est lui-même en train de déployer des militaires devant un pays, même s'il ne reconnaît pas, et pas plus que l'Union européenne et d'autres, Maduro, parce que les élections étaient complètement truquées, et que je pense, comme vous le disiez, qu'en définitive, les victimes de tout ça, ce sont tous ces Vénézuéliens qui sont déplacés, des millions de gens sont déplacés, sont dans les pays voisins, dans des situations de migration épouvantables. Souvenons-nous des milliers de victimes de la drogue en Europe et ailleurs. Aussi. Et le point névralgique, c'est le Venezuela. Pas seulement, hein, c'est aussi la Syrie mais avec le plus important. Et dans les Caraïbes, il y a Haïti aussi. Ça passe du Venezuela aux Caraïbes. Mondial. Merci à tous les trois. Nicolas Vado, qu'est-ce que vous nous dites alors? Je rappelle le passé de Nicolas Maduro, parce que j'ai une formation de chauffeur de bus quand même, ce qui est vrai. Et puis j'ai un autre dessin aussi, Tintin et les Picaros version 2025. Tiens, le général Tapioca a mis une moumoute. Excellent, merci Nicolas. Accueillons maintenant notre invité du samedi, Fabricio Buccella. Installez-vous. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Oui, je suis impressionné. Vous êtes docteur en physique, professeur de mathématiques et vous êtes un drôle de gus, si je puis me permettre, hein, car vous vous attaquez à des énigmes auxquelles on semblait avoir renoncé dans ce livre, Comment gagner à pile ou face et autres énigmes scientifiques ébouriffantes. Et vous avez 900 000 followers, c'est ce que dit le bandeau, 900 000 followers sur Instagram. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, eh bien, c'est justement le titre de votre livre. On va vous donner une pièce, regardez, elle est là. Elle est là. Comment gagner à pile ou face? Comment gagner à pile ou face? Je vous la donne, vous allez me montrer. Oui, écoutez, attention. C'est la science, hein, c'est la science qui l'explique. Bien sûr, ça va foirer. Donc, si vous la mettez la pièce, par exemple ici sur pile, et que je vous la lance, eh bien la science a montré qu'à cause du mouvement de précession de la pièce, elle va passer plus de temps sur pile lors de son mouvement, et quand elle va retomber, elle va donc retomber d'après la science sur pile. Donc, mais c'est une probabilité. Ça veut dire qu'on a un peu plus de chances qu'elle retombe sur pile, ne va pas forcément retomber sur pile. On peut essayer, évidemment. Oui, essayez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, pile.
Oh là, quel talent! Non, non, mais alors c'est pas truqué, hein, je tiens à le dire. Mais du coup, vous devez être immensément riche, vous, avec les jeux de hasard. Non, 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 parce qu'en vérité, on a 51% de chance qu'elle tombe sur le côté d'où elle est partie versus 49. Mais donc c'est vrai que c'est beaucoup, ça relativise, mais c'est beaucoup plus que la chance que vous avez de gagner au loto. Donc c'est quand même important ce petit 1% de plus. Du coup, on va repartir avec la pièce. Hein. Alors moi j'ai une question qui nous concerne tous les deux autour de cette table. C'est dans la partie où vous dites à quel moment devient-on chauve? Alors, je voudrais savoir, moi, à quel moment je suis passé de non-chauve à chauve? Ah ben écoutez, c'est la question que je me suis posée aussi pendant de longues années de jeunesse devant le miroir. Et en vérité, ça c'est le fameux paradoxe du navire de Thésée, ou aussi le paradoxe du grain de sable ou de grain de mil. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous retirez un cheveu à une personne chevelue, vous n'allez pas faire d'elle un chauve. Non. Mais à force de lui retirer des cheveux, à un moment donné, elle va basculer dans le clan victorieux des chauves. Et donc, à quel moment la bascule se produit? Elle se produit, en fait, au fur et à mesure, parce que c'est ça que dit la science, c'est que même retirer un seul petit cheveu à une personne chevelue la fait basculer infinitésimalement vers le clan du chauve. Bon, on est mal barrés, quoi. On est tous mal barrés, c'est ça l'idée. Et c'est qu'à force d'accumuler ces petites erreurs, si vous voulez, ou ces petits cheveux, à un moment donné, ça bascule. Moi, j'ai une petite question quand même. On s'est toujours posé là. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours la mauvaise file au supermarché, par exemple? Ça, c'est le karma. Au péage, ou voilà, ce genre de choses. Non, alors en vérité, là, les physiciens se sont intéressés à ce phénomène, comme quoi les physiciens s'intéressent quand même à des choses concrètes de la vie. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il faut changer un tout petit peu les lunettes de perspective. En vérité, on prend... Bon an, mal an, si vous avez deux fils, vous allez toujours prendre de temps en temps la mauvaise et de temps en temps la bonne. Et à l'échelle d'une vie, vous prendrez autant de fois la bonne que la mauvaise. Ça, il n'y a pas de discussion. Mais ils se sont rendus compte, fallait pas être Galilée pour l'inventer, mais ils se sont quand même rendus compte qu'on passe plus de temps dans la mauvaise file. Et donc, en termes de secondes mauvaises files à l'échelle d'une vie, elles seront beaucoup plus longues que les secondes bonnes files. Et donc, il est vrai que nous passerons tous et toutes plus de temps dans les mauvaises files que dans les bonnes files, because les lentes vont plus lentement, sinon ce ne seraient pas les plus lentes. Bon, alors, certains sont en train de dîner, là. Mais peut-être que certains sont aussi au moment de l'apéro un peu tardif. Et alors, comment, dites-moi, on refroidit une bouteille rapidement? Alors il y a vraiment un truc. Oui, ça c'est vraiment un truc de la physique officielle. Il faut l'emballer dans un torchon mouillé et puis le mettre au réfrigérateur. Et pas simplement la mettre au réfrigérateur, parce que le torchon mouillé va augmenter la conductivité thermique de la bouteille, du liquide contenu dans la bouteille, ce qui fait qu'il va se refroidir plus rapidement, et en plus on va gagner un tout petit peu avec la thermodynamique en faisant ça, tout le monde va le retenir, hein, je crois, ce soir. Est-ce que toutes ces questions très concrètes, finalement, ça nous permet d'apprendre mieux les maths? Alors, la physique et les maths, les deux. Oui, alors en vérité, ce livre, il est basé sur deux pattes. Il y a des questions extrêmement concrètes et puis des questions qui font un peu plus rêver sur la relativité et la mécanique quantique, mais je pense que c'est un peu comme ça que je construis aussi mes enseignements, et en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de passionner mes étudiants. C'est le cas. Hein, alors je lis, le Père Noël pourrait-il exister? Oui. Attention à ce que vous dites. Hein. Oui, le Père Noël peut exister. Alors, le Père Noël peut exister. On peut faire la démonstration devant vous. Hein. Je dis que ça, c'est sous vos yeux ébahis. Eh bien, on va considérer un Père Noël existant. Alors, un Père Noël existant existe, donc le Père Noël existe. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut considérer un Père Noël existant? Mais parce que le Père Noël existant a la propriété d'exister. Donc, c'était un peu une démonstration tautologique, mais à la fin, on y est arrivé. Alors, bon, une dernière question. Avec mes étudiants, j'avais démontré qu'une licorne existe. La tartine de confiture, voilà. pourquoi elle la tombe toujours du tartine de mauvais côté? confiture, bon, bah ça. On en a plein. Pourquoi les rages de dents commencent toujours le samedi soir? Je sais pas. Question piège. Revenons à la confiture. Alors, l'histoire de la confiture, c'est la hauteur de la table. Sur une hauteur de table classique de 80 cm, 1 mètre, le toast anglais, c'est celui-là qu'on considère une tartine, le toast anglais officiel, de par sa géométrie, n'a pas le temps de faire un tour complet avant de tomber au sol. Et donc, il va faire en majorité des fois un demi-tour. Et en Angleterre, ces gens sont vraiment super intéressants, parce que la BBC a organisé une expérience de sciences participatives avec toutes les écoles de l'Angleterre. Ils ont fait lancer 10 000 tartines et ils ont confirmé, par tous les écoliers de l'Angleterre, ils ont confirmé ce que disait la science. Et Jérémy le confirme aussi, j'en suis sûr. Mais vous n'avez pas le temps de répondre, je suis désolé, j'ai répondu pour vous.
Le sort est contre nous. Merci beaucoup Fabrizio Buccella, c'est passionnant, c'est génial. Comment gagner à pile ou face, c'est chez Alary Éditions. Regardez le dessin que vous a concocté notre ami Nicolas Vado. J'en ai même concocté deux. Vous avez d'abord la double loose. Quel con, j'ai pris la mauvaise file, celle des cheveux. Et puis nous avons un petit portrait quand même, gardant une âme d'enfant, 0 plus 0 égale la tête à Fabrizio. Voilà, c'est ça. Bah alors il dit que 1 plus 1, ça n'est pas forcément 2 ou il y a un truc comme ça. Mais ça, on lira le bouquin. Merci beaucoup. Parce qu'il aime le vin aussi. Ah oui, aussi, oh là là, il a beaucoup de vices, hein, tant mieux. Merci à vous, cher Fabrizio. C'est l'heure de notre ami David Castello-Lopez et ses questions, lui aussi forcément intéressantes. Hein. Vous savez, cette semaine, une question qu'on s'est forcément posée, vous aussi Fabrizio, que deviennent les petits savons qu'on n'utilise pas dans les hôtels ? Que deviennent les petits savons qu'on n'utilise pas dans les hôtels? Vous l'ouvrez, vous vous lavez les mains une fois et puis vous partez. Mais le savon, lui, reste. Alors, que lui arrive-t-il quand vous n'êtes plus là? Intéressant. Eh bien, pour le savoir, il faut aller voir un monsieur américain qui s'appelle Sean Zeipler. Un jour, à la fin des années 2000, Sean était en voyage d'affaires dans un hôtel à Minneapolis. Et il s'est posé exactement la question que j'ai posée au début de cet épisode, à savoir « Attends, mais ils deviennent quoi les petits savons à peine utilisés dans les hôtels ? Hein ? J'ai envie de savoir. » Alors il a posé la question au personnel de l'hôtel qui lui a dit tout simplement « On les met à la poubelle. » Chaque année aux États-Unis, selon les estimations dont on dispose, 750 millions de savons sont ainsi jetés à la poubelle. En France, c'est 50 millions. Immédiatement, Sean s'est donc dit « Oh, mon Dieu, mais quel gâchis !» Et oui, car des centaines de millions de gens dans le monde n'ont pas accès au savon. Or, se laver les mains au savon, c'est l'un des gestes les plus cruciaux pour éviter d'attraper des maladies infectieuses, parfois mortelles. Du coup, Sean a eu l'idée de récolter les petits savons à moitié usagés des hôtels, les nettoyer, les broyer, les mettre dans des moules pour en refaire des savons présentables et les envoyer ensuite dans des pays pauvres. Aujourd'hui, son association, baptisée Clean the World, récolte les savons de plus de 8000 hôtels dans le monde. Il a récupéré 13 millions de tonnes de savon et distribué 90 millions de savonnettes en Haïti, au Ghana, au Bangladesh, etc. Mieux, d'autres associations ont depuis vu le jour qui font exactement la même chose, comme par exemple Unisoap en France. Mais alors, qui paye pour recycler tous ces savons? Eh bien, les hôtels eux-mêmes. En partie parce que cela leur permet de dire ensuite qu'ils aident l'humanité avec leurs savons. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il arrive à vos savonnettes quand vous avez le dos tourné. Intéressant. Merci, cher David. Et pour terminer, on va méditer avec vous. Bonsoir à vous, Alix. Bonsoir, Benjamin. Et vous allez nous faire comprendre pourquoi notre cher rédacteur en chef, Hervé Gardette, est parti en Allemagne cet été. C'est véridique. Vous allez voir. Vous avez peut-être lu ce récit hilarant de Michel Houellebecq qui s'appelle Lanzarote. L'histoire d'un homme déprimé et obsédé sexuel par ailleurs, qui part en vacances aux Canaries et qui, entre 2 ou 3 activités douteuses, commence à juger tous les touristes qu'il croise. Et voilà ses conclusions. L'Anglais, dit-il, se rend dans un lieu de vacances parce qu'il est sûr, certain, de rencontrer d'autres Anglais. Alors que, dit-il, le Français, selon lui, est tellement vain et épris de lui-même que la rencontre d'un compatriote à l'étranger lui est proprement insupportable. Et sur ce coup-là, en tout cas, Michel Houellebecq avait vu juste. De nombreux Français n'aiment pas croiser leurs compatriotes à l'étranger. C'est le cas de Hervé, notre rédacteur en chef. Et donc, des universitaires ont planché sur ce drôle de phénomène. Il y a par exemple Rodolphe Christin, sociologue spécialisé en tourisme, qui rappelle qu'on voyage pour rompre avec notre quotidien. Donc, dit-il, si à l'étranger on croise l'un de nos semblables, eh bien, il est impossible d'oublier le monde d'où l'on vient. On va faire un petit exercice pratique. Imaginons-nous devant le désert de sel en Argentine. On est en train vraiment d'admirer l'immensité blanche et on s'attend à croiser des locaux. Et là, il y a Jérôme, touriste français, qui arrive et qui commence à lire la page 122 de son guide du routard à sa famille très très fort. Mais là, pour le désir d'évasion, eh bien, on repassera. Croiser Jérôme en vacances, j'aurais pu dire... désolé, Jérôme, j'ai pris ce prénom au hasard, j'aurais pu dire Benjamin. Croiser Benjamin en vacances nous renvoie à notre propre banalité. À l'étranger, en fait, dès qu'on met un pied à l'étranger, on fait partie d'un groupe, qu'on le veuille ou non, le groupe des touristes français, qui est souvent qualifié de râleurs, mal élevés, radins. Résultat, beaucoup de Français essayent de se désolidariser de ce groupe qui nuit quand même à leur image personnelle. D'ailleurs, certains de ces Français se diront plutôt
explorateurs, pas touristes. Ce désir de distanciation intra-groupe a d'ailleurs été théorisé à partir des années 70 par deux psychologues sociaux qui s'appellent John Turner et Henri Tachfel. Donc les Français se jugent sévèrement entre eux, pas eux-mêmes, mais entre eux. Oui, ils se jugent extrêmement sévèrement. Dans un sondage Liligo de 2015, les Français devaient classer leurs pires compatriotes de voyage à l'étranger. Ils ont mis sur la première marche les Allemands, trop autoritaires selon eux, et sur la deuxième marche, eh bien, il y avait les Français. Voilà un bel exemple de French bashing made in France. Mais rassurez-vous, si demain vous partez en vacances à l'étranger et vous voulez vous faire des amis français sur place, c'est possible. Certains restent quand même ouverts à la rencontre, heureusement. Et puis, selon l'anthropologue Saskia Cousin, les Français qui critiquent leurs compatriotes à l'étranger critiquent en réalité le tourisme populaire et donc le tourisme tout court. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement si vous êtes confronté à ce genre de cas. Ces Français critiquent un phénomène dont ils font partie. À chacun ses paradoxes. Dernier élément pour vous rassurer, les Français les plus farouches qui s'en prennent à leurs compatriotes français à l'étranger le font tant qu'ils sont en vacances. Dès lors qu'ils posent leurs valises à l'étranger et qu'ils deviennent expatriés, là, ils sont très nombreux à rechercher la compagnie des Frenchies, bien sûr. Qui d'autre pour chanter du Céline Dion en fin de soirée avec nous? Du Mylène Farmer, bien sûr. Merci, cher Alix. Un dessin, dernier dessin, s'il vous plaît, Nicolas Vado. Oui, j'ai imaginé mes vacances en Allemagne. Et vous, la dissolution, la réforme des retraites, Mélenchon, Le Pen, tout ça, ça vous parle? Basse? Oh, le dépaysement total, quel pied. On va tous aller en Allemagne, je crois, à nos prochaines vacances. Merci beaucoup, Nicolas Vado. Merci à tous autour de cette table d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux équipes qui préparent et réalisent cette émission. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis tout au long de cet été. Je serai ravi de vous retrouver lundi à 20h05, pétante, aux côtés de notre Queen, à nous, Elisabeth Quint, de retour pour une nouvelle saison de votre émission préférée. Nous recevrons à cette occasion l'écrivain Régis Geoffrey pour son nouveau roman « Maman ». Et on se quitte en musique avec Corinne Charby à pile ou face, bien sûr, clin d'œil à notre invité de la semaine. Bonne soirée, tchuss. Et moi j'ai vu ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je